Les mains de Richard Hartwell tremblaient, tandis qu'il fixait la scène devant lui. Sa fille de 7 ans, Lily, était recroquevillée sur les marches en marbre de leur manoir, enveloppée dans une couverture déchirée et sale. Mais elle n'était pas seule. Un garçon noir, âgé d'environ 12 ans, vêtu de vêtements trop fins pour la froideur du matin de décembre, l'enlaçait, son propre corps tremblant violemment à cause du froid. Tous deux avaient les lèvres bleues. Tous deux bougeaient à peine. Lee! Le cri de Richard déchira l'air de l'aube alors qu'il courait vers eux, ses chaussures coûteuses glissant sur les marches couvertes de givre. Les yeux du garçon s'ouvrirent, des yeux bruns foncés qui reflétaient plus de courage qu'aucun enfant ne devrait en avoir. Elle va bien, murmura-t-il, la voix cassée par le froid. Je l'ai gardée au chaud, je l'ai protégée. Richard tomba à genoux et prit sa fille dans ses bras. Elle était glacée, mais elle respirait. Elle était vivante. Qui es-tu? Demanda Richard au garçon, les larmes coulant sur son visage. Depuis combien de temps es-tu ici? Toute la nuit, répondit simplement le garçon avant de fermer les yeux et de s'effondrer. Pouvez-vous imaginer trouver votre enfant dans un tel état? Découvrir qu'un parfait inconnu, un enfant sans abri, lui a sauvé la vie pendant votre absence? Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir au début de l'histoire. 24 heures plus tôt, Marcus Williams était assis sur un banc devant la bibliothèque municipale, regardant le soleil se coucher sur le quartier riche où il s'était rendu à pied. À 12 ans, Marcus était sans abri depuis 2 ans. Depuis la mort de sa mère et sa fuite du premier foyer d'accueil où on avait essayé de le placer, il avait appris à survivre. Il savait quelle poubelle derrière quel restaurant contenait la meilleure nourriture, quel refuge posait le moins de questions, quelle rue était en sûre pour dormir et lesquelles ne l'étaient pas. Mais l'hiver était différent. L'hiver était dangereux. Marcus serra davantage sa veste fine, même si elle ne le protégeait pratiquement pas du froid de décembre. Il avait perdu son sac de couchage 3 semaines auparavant, lorsque des enfants plus âgés le lui avaient volé. Tout ce qui lui restait maintenant, c'était une petite couverture qu'il avait trouvée derrière une boutique d'occasion, à peine assez grande pour couvrir ses épaules. Cette nuit devait être la plus froide de l'année. 10 degrés ici selon les prévisions météo, voire moins. Marcus savait qu'il devait trouver un abri, un vrai abri. Mais le refuge pour sans-abri le plus proche était à 8 kilomètres et il était tellement fatigué, tellement transi de froid, tellement affamé. Repose-toi juste 1 minute, se dit Marcus, même s'il savait que ce n'était pas une bonne idée. Juste 5 minutes. Attendez, je dois vous dire quelque chose d'essentiel à propos de Marcus avant de continuer. Car comprendre qui il était rend ce qu'il a fait ensuite encore plus incroyable. Marcus avait toutes les raisons d'être en colère contre le monde. Sa mère était morte quand il avait 10 ans, d'un cancer qu'il n'avait pas les moyens de soigner. Il avait été ballotté entre 3 familles d'accueil en 6 mois, chacune pire que la précédente. La dernière famille utilisait l'argent de l'aide sociale pour elle-même et le nourrissait à peine. Marcus s'était donc enfui. Il avait décidé qu'il valait mieux être sans abri et libre que piégé et malheureux. Mais voici ce qui rendait Marcus différent. Il n'a jamais perdu sa gentillesse. Même lorsque le monde était cruel avec lui, il restait bon. Il partageait sa nourriture avec d'autres sans-abri. Il aidait les personnes âgées à porter leurs courses. Il rendait les portefeuilles perdus qu'il trouvait, même lorsqu'il mourait de faim. Sa mère lui avait appris qu'être pauvre ne signifiait pas être méchant. Elle disait souvent que nous n'avions peut-être pas d'argent, mais que nous avions notre cœur. Ne perds jamais cela, Marcus. Jamais. Et il ne l'avait pas perdu. Même maintenant, 2 ans après l'avoir perdu, il s'accrochait à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Que feriez-vous si vous perdiez tout et deviez choisir entre rester gentil ou devenir amer? C'est plus difficile que vous ne le pensez. Marcus se leva du banc, les jambes raides d'être resté assis trop longtemps. Il devait se mettre en route vers le refuge avant qu'il ne fasse plus froid, avant que la neige annoncée ne commence à tomber. Mais c'est alors qu'il l'entendit pleurer. Des pleurs doux et effrayés. Marcus s'arrêta et écouta. Le son provenait de derrière une imposante grille en fer, du genre de celle qui protégeait les immenses demeures de ce quartier. Chaque maison ici était plus grande que l'immeuble entier où Marcus vivait avec sa mère. Il s'approcha de la grille et regarda à travers les barreaux. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille en pyjama rose était assise sur les marches du plus grand manoir que Marcus ait jamais vu. Elle serrait ses genoux contre elle, pleurant, son petit corps tremblant.
Pas de manteau, pas de chaussures, juste un pyjama par une température de 12 degrés aussi. Hé, appela doucement Marcus. Ça va? La fillette releva brusquement la tête. Son visage était rouge à force d'avoir pleuré. Ses cheveux blonds étaient en bataille. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Je suis enfermée dehors, dit-elle d'une voix tremblante. La porte ne s'ouvre pas. J'appuie sur la sonnette, mais personne ne vient. J'ai tellement froid. Marcus regarda l'immense manoir derrière elle. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Il devait y avoir des gens à l'intérieur. Du personnel, des agents de sécurité, quelqu'un. As-tu essayé de frapper très fort? Demanda Marcus. Oui, j'ai frappé et frappé, mais la maison est tellement grande. Et elle se mit à pleurer encore plus fort. Ah, ça, et personne ne m'entend. Marcus ne se doutait pas que la décision qu'il s'apprêtait à prendre allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Marcus leva les yeux vers le ciel. La neige commençait à tomber. Au cours de ces 2 années passées dans la rue, il avait appris à reconnaître les conditions météorologiques dangereuses. Cela allait être grave. Cette petite fille ne survivrait pas à la nuit dehors en pyjama. Il pouvait s'en aller. Il pouvait aller au refuge et se sauver. Personne ne lui en voudrait. Il n'était lui-même qu'un enfant et n'avait rien à offrir. Mais la voix de sa mère résonnait dans sa tête. Nous n'avons peut-être pas d'argent, mais nous avons notre cœur. Marcus prit sa décision. Je viens, dit-il à la fille. La porte était haute, peut-être 3 mètres, mais Marcus avait déjà escaladé des clôtures. Il se hissa, ses doigts engourdis par le froid, parvenant à peine à agripper les barreaux de fer. Et se laissa tomber de l'autre côté. La fillette le regardait fixement de ses grands yeux bleus, tandis qu'il remontait la longue allée vers elle. « Qui es-tu? » demanda-t-elle. « Je m'appelle Marcus. Et toi? »« Là, » répondit-elle en s'essuyant le nez avec la manche de son pyjama. « Tu vas m'aider? »« Je vais essayer. » Marcus se dirigea vers la porte d'entrée, une énorme porte en bois qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de sa mère. Il frappa dessus à plusieurs reprises avec son poing. Pas de réponse. Il appuya sur la sonnette, la maintint enfoncée pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Toujours rien. « Je te l'avais dit, » dit Lily doucement. « Personne ne peut t'entendre. La maison est trop grande et les chambres du personnel sont à l'arrière. Papa est en voyage d'affaires. Le nouveau gardien de nuit ne commence qu'au matin. » Marcus sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas seulement une erreur ou un accident, c'était dangereux. La température baissait de minute en minute. La neige tombait de plus en plus fort. « Tu as un téléphone? » demanda Marcus. « Tu peux appeler quelqu'un? » Lily secoua la tête, pleurant à nouveau. « Mon téléphone est à l'intérieur. Je suis sorti juste 1 seconde pour regarder les étoiles parce que je n'arrivais pas à dormir. Et la porte s'est verrouillée derrière moi. Le verrou automatique s'est enclenché et je ne connais pas le code. Dans exactement 8 heures, le père de Lily rentrerait à la maison. Mais ils n'avaient pas 8 heures devant eux. À cette température, Lily ne survivrait peut-être pas 3 heures. Marcus regarda Lily frissonner sur les marches, puis sa propre veste fine et sa petite couverture. Il avait un choix à faire. Il pouvait escalader la clôture, marcher jusqu'au refuge et se sauver, ou il pouvait rester. « D'accord, » a dit Marcus en s'asseyant à côté de Lily sur la marche de marbre froide. « Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Ensemble. » Lily l'a regardé, perplexe. « Mais tu ne me connais même pas. Peu importe. Tu as besoin d'aide. Je suis là. Alors, on va s'entraider. » D'accord. Avant que Lily n'ait le temps de répondre, Marcus fit quelque chose qui me serre encore le cœur quand j'y repense. Il ôta sa veste, sa seule veste, et l'enroula autour des épaules de Lily. Puis, il prit sa petite couverture et les enveloppa tous les deux du mieux qu'il put, serrant Lily contre lui pour partager sa chaleur corporelle. Mais la voix de Lily était faible. « Tu vas avoir encore plus froid maintenant. Ça ira. » Marcus mentit. Il avait déjà tellement froid que ses dents claquaient. J'ai déjà eu froid d'avant. Je sais comment gérer ça. Mais toi, tu n'as jamais eu aussi froid, n'est-ce que pas? Lily secoua la tête. Alors nous devons d'abord te réchauffer. C'est la règle. En fait, je vais m'arrêter ici car ce détail est important. Marcus savait qu'il faisait un choix qui pouvait le tuer. À 12 ans, il comprenait qu'il était dangereux de renoncer à sa seule protection par un temps pareil.
Mais il l'a fait quand même. Pourquoi? Parce que c'était sa nature. C'est ainsi que sa mère l'avait élevé. Parle-moi de ta mère, dit Lily après quelques minutes, ses frissons s'atténuant légèrement grâce à la veste et à la couverture qui l'enveloppait. Comment as-tu deviné que je pensais à ma mère? Demanda Marcus, surpris. Tu as ce regard comme si tu te souvenais de quelqu'un. J'ai aussi ce regard quand je pense à ma mère. Elle est morte quand j'avais 5 ans. Marcus regarda cette petite fille riche, cette fille de milliardaire, et réalisa qu'ils n'étaient pas si différents après tout. Ils avaient tous deux perdu leur mère. Ils savaient tous deux ce que c'était que d'avoir un vide dans leur cœur. Ma mère est morte il y a 2 ans, dit Marcus doucement. D'un cancer. Nous n'avions pas les moyens de payer le traitement qui aurait pu la sauver. Je suis désolé, murmura Lily. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste, mais elle m'a appris quelque chose avant de mourir. Elle m'a appris à rester gentille même quand le monde ne l'est pas. Elle disait que c'était la seule façon de rester humain. Lily resta silencieuse pendant un moment. C'est pour ça que tu m'aides, même si tu as froid, toi aussi. Oui, c'est pour ça. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, blottis l'un contre l'autre, tandis que la neige tombait de plus en plus fort autour d'eux. Marcus sentait son corps commencer à s'éteindre à cause du froid. Ses doigts s'étaient engourdis. Ses orteils étaient glacés. Ses pensées devenaient confuses. Mais il continuait à parler à Lily, à la maintenir éveillée, à lui donner de l'espoir. Ce que Marcus ignorait, c'est que son corps entrait dans les premiers stades de l'hypothermie et qu'il lui restait peut-être 2 heures avant que son état ne devienne critique. « Marcus, dit Lily d'une voix effrayée, tu trembles beaucoup. »« Ça va, répondit Marcus, mais ses mots étaient indistincts. Ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Non, ça ne va pas. Lily se remit à pleurer. C'est ma faute. Si je n'étais pas sorti, tu ne serais pas ici, tu serais au chaud quelque part. Hé! Marcus s'efforça de se concentrer, de dissiper le brouillard qui envahissait son esprit. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs, mais tout ira bien. Ton père va rentrer à la maison. Quelqu'un va nous trouver. Quand est-ce que ton père rentre à la maison? Demanda Marcus, essayant de garder l'esprit clair, essayant de rester conscient. Il a dit tôt le matin, vers 6 heures. Il était en Californie pour des réunions. Marcus regarda son poignet, mais il n'avait pas de montre. Il n'en avait plus depuis 2 ans, mais d'après l'obscurité et le silence, il devina qu'il était peut-être 23 heures. 7 heures. Pourrait-il tenir 7 heures? Il n'en savait rien, mais il devait essayer. D'accord, dit Marcus, la voix de plus en plus faible. Nous allons jouer à un jeu pour garder l'esprit éveillé, car dormir dans ce froid est dangereux. D'accord. D'accord, dit Lily en se rapprochant de lui. Raconte-moi. Les pensées de Marcus redevenaient confuses. Il secoua la tête pour essayer de s'éclaircir les idées. Raconte-moi le plus beau jour de ta vie. Et Lily se mit à parler. Elle lui raconta le jour où son père l'avait emmenée à Disney World avant que sa mère ne tombe malade. Elle lui raconta qu'elle avait fait tous les manèges, mangé de la barbe à papa et regardé les feux d'artifice. Quand elle eut fini, Marcus lui raconta le jour où sa mère l'avait emmené à la plage. La seule fois où ils y étaient allés, car ils n'en avaient généralement pas les moyens. Il lui raconta comment ils avaient construit des châteaux de sable, ramassé des coquillages et ri dans les vagues. Ils échangèrent des histoires, des souvenirs, des rêves, tout ce qui pouvait les aider à rester éveillés, tout ce qui pouvait les aider à garder l'esprit alerte alors que la température ne cessait de baisser. À 2 heures du matin, Marcus s'affaiblissait rapidement. Son corps avait cessé de trembler, ce qui, il le savait, était un très mauvais signe. Lily allait mieux, protégée par sa veste et sa couverture pressée contre la chaleur de son corps. Mais Marcus était en train de mourir. « Marcus? » Lily le secoua doucement. Ses yeux étaient fermés. « Marcus, réveille-toi. Tu dois te réveiller. »« Fatigué? » marmonna Marcus. « Tellement fatigué. »« Non, tu as dit qu'on ne pouvait pas dormir. Tu as dit que c'était dangereux. » Lily se mit à pleurer à chaudes larmes, le secouant plus fort. « S'il te plaît, Marcus, ne me laisse pas seul. S'il te plaît. » La peur dans sa voix dissipa le brouillard qui envahissait le cerveau de Marcus. Il ouvrit les yeux de force. « D'accord, murmura-t-il. D'accord, je suis là. Je suis réveillé. » Mais il ne savait pas combien de temps il pourrait rester ainsi. « Raconte-moi d'autres histoires, supplia Lily. Raconte-moi n'importe quoi. Continue de parler. » Marcus parla alors de sa mère, de la vie qu'il menait avant qu'elle ne tombe malade.
de l'appartement avec le plafond qui fuyait et du voisin qui jouait trop fort de la guitare dans le magasin du coin où le propriétaire lui donnait toujours des bonbons gratuits. Il lui parla de ses rêves, de son envie de devenir enseignant un jour, de son envie d'aider les enfants comme lui, des enfants qui n'avaient rien, mais qui avaient besoin de tout. Et Lily lui parla aussi de son envie de devenir vétérinaire, de son chat, Monsieur Whiskers, de sa maman qui lui manquait, de sa solitude dans cette grande maison, même avec tout le personnel qui l'entourait. Ils parlèrent, parlèrent et parlèrent encore, tandis que la nuit laissait place à l'aube et que Marcus tenait bon. Même si son corps le suppliait de s'éteindre, même si le froid tentait de l'emporter, il a tenu bon parce qu'une petite fille avait besoin de lui et qu'il avait promis. Et Marcus Williams ne rompait jamais ses promesses. Auriez-vous pu faire ce que Marcus a fait? Auriez-vous pu tout donner, littéralement tout, pour sauver un inconnu, même si cela signifiait que vous risquiez de ne pas survivre? À 5h47, alors que les premières lueurs grises de l'aube commençaient à apparaître, une voiture noire s'est arrêtée devant le portail du manoir. Richard Hartwell était rentré tôt, impatient de revoir sa fille après 3 jours d'absence. Mais lorsque le portail s'est ouvert et que ses phares ont éclairé les marches du perron, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Sa fille était enveloppée dans une couverture sale et une veste déchirée. Dans les bras d'un garçon noir qui semblait plus mort que vivant, Richard a freiné brusquement et a sauté de la voiture en criant le nom de Lily. C'est alors que Marcus a ouvert les yeux une dernière fois. C'est alors qu'il murmura « Elle va bien. Je l'ai gardée au chaud. Je l'ai protégée. » Puis tout devint noir. Marcus se réveilla à 3 heures de plus tard dans un lit d'hôpital. Il avait mal partout. Il était couvert de couvertures chaudes et relié à une perfusion. Une infirmière vérifiait sa température. « Bon retour parmi nous, » dit l'infirmière avec un sourire bienveillant. « Vous nous avez fait une sacrée frayeur, jeune homme. »« Lily, » croissa Marcus. « Elle va bien? » »« La petite fille va bien. Elle souffre d'une légère hypothermie, mais elle se remettra parfaitement grâce à vous. » Les yeux de l'infirmière se remplirent de larmes. « Vous lui avez sauvé la vie, mon cher, et vous avez failli mourir en le faisant. » Avant que Marcus n'ait le temps de répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme grand, vêtu d'un costume coûteux, se tenait là. Richard Hartwell, même si Marcus ne le savait pas encore. Derrière lui se trouvaient 2 policiers, et le visage de Richard reflétait un mélange d'émotions que Marcus ne parvenait pas à déchiffrer. De la gratitude, de la suspicion, de la confusion. « Il faut qu'on parle, » dit Richard d'une voix tendue, « à propos de ce que tu faisais avec ma fille. » Ce qui allait se passer ensuite déterminerait si Marcus serait traité comme un héros ou comme un suspect. Marcus s'assit dans son lit d'hôpital, le corps endolori par l'hypothermie, mais l'esprit vif à cause de la peur. Il avait déjà vu ce regard chez les commerçants qui le suivaient, chez les policiers qui l'arrêtaient parce qu'il marchait de manière suspecte, chez les gens qui voyaient un garçon noir sans abri et imaginaient le pire. « Je n'ai rien fait de mal, » dit Marcus d'une voix calme. « J'essayais juste d'aider. » L'un des policiers, une femme au regard bienveillant nommée Patricia Moore, s'avança. « Personne ne t'accuse de quoi que ce soit, mon garçon. Nous avons juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. »« Ce qui s'est passé ?» interrompit Richard, la voix tremblante d'une émotion que Marcus ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « C'est que ma fille a été enfermée dehors toute la nuit par une température de 12 degrés et que personne dans ma maison ne s'en est aperçu. Et ce garçon, il s'interrompit, serrant les mâchoires. Ce garçon lui a sauvé la vie. » Marcus cligna des yeux, surpris. Ce n'était pas ce qu'il s'attendait à entendre. Monsieur Hartwell a regardé les images de vidéosurveillance. Le détective Moore expliqua gentiment. « Nous l'avons tous fait, et mon garçon, ce que tu as fait est extraordinaire. Attends, laisse-moi te raconter ce qu'il y avait sur ces images de vidéosurveillance, car c'est important. Les caméras avaient tout filmé. Lily sortant en pyjama à 22h47 pour regarder les étoiles. La porte se refermant derrière elle, elle essayant la poignée, appuyant sur la sonnette, frappant, s'asseyant sur les marches, pleurant. Puis, à 23h23, Marcus est apparu à la porte. La conversation à travers les barreaux, sa décision de passer par-dessus, ses tentatives pour entrer dans la maison, puis la partie qui a fait pleurer tous ceux qui ont regardé les images. Marcus enlevant sa veste et l'enroulant autour de Lily, Marcus les couvrant tous les deux avec sa petite couverture usée.
Marcus tenant dans ses bras cette petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée, la réchauffant avec la chaleur de son propre corps, alors même qu'il commençait à geler. Les images montraient Marcus parlant à Lily pendant des heures, la gardant éveillée, lui racontant des histoires, chantant des chansons alors qu'il pouvait à peine articuler les mots. Elle le montrait, se forçant à rester conscient alors même que son corps s'éteignait. Elle le montrait un garçon sans abri de 12 ans, choisissant de mourir si nécessaire pour sauver l'enfant d'un inconnu. Pouvez-vous imaginer regarder les images de quelqu'un sauvant la vie de votre enfant au péril de la sienne? Que ressentiriez-vous? Richard Hartwell s'approcha du lit de Marcus, qui pouvait désormais voir clairement son visage. L'homme n'était pas en colère. Il pleurait. « Je te dois des excuses, » dit Richard, la voix brisée. « Quand je t'ai vu pour la première fois avec ma fille, j'ai pensé des choses terribles. J'ai honte de l'admettre. Mais j'ai vu un garçon noir sans abri et il ne put finir. Vous pensiez qu'il s'était battu et avait gravi les échelons pour devenir milliardaire. Mais au cours de ce processus, il avait perdu quelque chose. Son lien avec les gens réels, avec les problèmes réels. Lorsque sa femme était décédée d'un cancer 3 ans auparavant, il s'était plongé dans le travail, laissant Lily entre les mains de Nounou et de personnel. Il lui avait donné tout ce que l'argent pouvait acheter, mais avait oublié de lui donner ce dont elle avait le plus besoin, lui. En voyant Marcus, en voyant ce garçon qui n'avait rien donné tout pour sauver sa fille, quelque chose s'était brisé dans le cœur de Richard. Cela lui avait rappelé qui il était autrefois, qui il voulait redevenir. Mais il y avait un problème, un gros problème. « Monsieur Hartwell, » dit prudemment le détective Moore, « j'admire ce que vous essayez de faire, mais ce n'est pas si simple. Marcus est sous la tutelle de l'État. Il s'est enfui de son foyer d'accueil. Il y a des procédures, des protocoles. Je m'en occuperai, dit Richard. J'ai des avocats, de bons avocats. Nous ferons les choses dans les règles, mais nous les ferons rapidement. Il y a autre chose, poursuivit le détective. Marcus, votre dernière famille d'accueil a signalé votre disparition lorsque vous vous êtes enfui il y a 2 ans. Il vous recherche. Marcus sentit son sang se glacer. Les Henderson, cette famille qui accueillait des enfants placés pour l'argent et les traitait comme des domestiques. La famille qu'il avait quittée en pleine nuit parce qu'il n'en pouvait plus. Non, dit Marcus, la voix paniquée. Je ne retournerai pas là-bas. Je ne le ferai pas. Je m'enfuirai à nouveau. Vous n'aurez pas à le faire, dit Richard avec fermeté. Je te le promets, Marcus. Tu ne retourneras pas là-bas. Nous nous battrons ensemble. Monsieur Hartwell a de bonnes intentions, dit l'inspecteur Moore. Mais les Henderson ont toujours la garde légale, à moins qu'ils acceptent de la céder, ou que nous puissions prouver qu'il y a négligence ou maltraitance, alors nous le prouverons, dit Richard. Marcus, raconte-nous ce qui s'est passé là-bas. Dis-nous pourquoi tu t'es enfui. Dans exactement 3 jours, une audience aurait lieu pour déterminer l'avenir de Marcus. Mais avant cela, il devait entendre son histoire. Marcus prit une profonde inspiration. Il n'en avait jamais parlé à personne, ni aux policiers qui l'interrogeaient parfois dans la rue, ni aux travailleurs sociaux qui l'avaient placé là. À personne. Mais en voyant le visage déterminé de Richard et les yeux bienveillants du détective Moore, il décida de leur faire confiance. Les Henderson ont accueilli 5 enfants placés en famille d'accueil, commença Marcus d'une voix calme. Ils étaient payés pour chacun d'entre nous, mais ils dépensaient cet argent pour eux-mêmes. Nous avions un repas par jour, généralement juste du riz ou des pâtes, rien d'autre. Nous dormions sur des matelas posés à même le sol, à 3 par matelas. Le visage de Richard s'assombrit à chaque mot. Il nous faisait faire toutes les tâches ménagères, la cuisine, le ménage, le jardinage. Si nous ne le faisions pas correctement, Marcus s'interrompit, submergé par les souvenirs. Monsieur Henderson avait une ceinture. Il s'en servait beaucoup. L'inspectrice Moore prenait des notes, le visage crispé par la colère. « J'ai tenu 6 mois, » a poursuivi Marcus. « Puis, une nuit, Monsieur Henderson m'a frappé si fort que je ne pouvais plus me lever. C'est là que j'ai compris que je préférais être sans abri et libre plutôt que de rester là un jour de plus. J'ai donc attendu que tout le monde soit endormi et je me suis enfui. Je suis en fuite depuis le mort. » La pièce était silencieuse, à l'exception du bip-bip du moniteur cardiaque. « Avez-vous déjà essayé de les dénoncer ?» a demandé doucement l'inspectrice Moore. Qui m'aurait cru? Un enfant placé, sans famille, sans preuve, sans rien contre une famille qui semblait parfaite sur le papier.
Marcus secoua la tête. Je voulais juste survivre. C'est tout. Richard se leva brusquement, les poings serrés. Ils ne te récupéreront pas. Peu importe ce qu'il faudra. Tu ne retourneras pas chez des gens qui t'ont fait du mal. Mais ce que Richard ignorait, c'est que les Henderson avaient des amis puissants et qu'ils n'allaient pas renoncer à leur allocation d'accueil sans se battre. 2 heures plus tard, Lily fit irruption dans la chambre de Marcus, son père essayant de la suivre. Elle portait toujours une blouse d'hôpital et une couverture enroulée autour des épaules, mais son visage rayonnait de joie. Marcus. Elle courut vers son lit et se jeta dans ses bras, en prenant soin de ne pas déranger sa perfusion. Tu es réveillé. Tu vas bien. Salute Lily. Marcus sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Comment te sens-tu? Je vais bien. Le médecin a dit que j'avais eu beaucoup de chance. Il a dit que si tu ne m'avais pas gardé au chaud, je serais morte. Elle ne put finir sa phrase, les larmes lui montant aux yeux. Tu m'as sauvé la vie. Tu aurais fait la même chose pour moi, dit simplement Marcus. Je veux que tu viennes vivre avec nous, dit Lily en s'écartant pour le regarder. Sérieusement. Papa dit qu'il va t'adopter. Ça veut dire que tu seras mon frère. On pourra jouer ensemble et vivre des aventures. Elle s'interrompit, soudain incertaine. Tu veux bien? Tu veux être mon frère? Marcus regarda cette petite fille qu'il avait rencontrée quelques heures plus tôt. Cette fille qui avait pleuré avec lui, partagé des histoires avec lui, survécu à la plus longue nuit avec lui. Oui, dit Marcus, la gorge serrée par l'émotion. J'aimerais beaucoup ça. Lily le serra à nouveau dans ses bras, et Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes coulant sur son visage. Attendez, car ce qui s'est passé au cours des 3 jours suivants allait mettre à l'épreuve la détermination de chacun. Les Henderson ne se sont pas laissés faire. Ils ont engagé un avocat, un homme élégamment vêtu qui a fait valoir que Marcus était un enfant perturbé, qui s'était enfui parce qu'il ne voulait pas suivre les règles. Ils affirmèrent qu'ils l'avaient cherché par souci pour lui. Ils produisirent de faux documents montrant qu'ils lui avaient donné tout ce dont il avait besoin. Richard engagea 3 avocats, les meilleurs de l'État. Ils enquêtèrent sur les Henderson, interrogèrent les autres enfants placés dans cette maison, rassemblèrent des preuves de négligence et de maltraitance. Le détective Moore ouvrit une enquête officielle sur le foyer d'accueil des Henderson, et le 3e jour, ils se réunirent tous au tribunal des affaires familiales. Marcus était assis entre Richard et l'un de ses avocats, vêtu de nouveaux habits que Richard lui avait achetés, propres, chauds et confortables. Il se reconnaissait à peine. De l'autre côté de la salle d'audience, les Henderson étaient assis avec leur avocat, arborant des expressions faussement inquiètes qui donnaient la nausée à Marcus. La juge, une femme nommée Anderson, examina tous les documents, toutes les preuves, tous les témoignages, puis elle demanda à Marcus de s'approcher du banc. « Marcus, dit la juge Anderson avec gentillesse, j'ai lu ton histoire. J'ai vu les preuves, mais j'ai besoin de t'entendre parler avec tes propres mots. Que veux-tu? » Marcus prit une profonde inspiration. C'était le moment décisif. « Je veux une famille, dit Marcus d'une voix tremblante mais claire. Je veux arrêter de fuir. Je veux arrêter d'avoir peur tout le temps. Je veux... » Il regarda Richard et Lily assis au premier rang, se tenant de la main. « Je veux être avec des gens qui me voient vraiment, non pas comme une source de revenus, un problème ou quelqu'un à exploiter, mais comme une personne. Et pensez-vous que M. Hartwell et sa fille vous voient ainsi? » demanda la juge. « Oui, madame, je le crois. Parce que quand je n'avais rien, quand j'avais froid, que j'étais sans abri et invisible aux yeux de tous, Lily avait besoin de moi. Et elle ne voyait pas un enfant sans abri. Elle voyait quelqu'un qui se souciait d'elle, quelqu'un qui restait. » La voix de Marcus se fit plus forte, et M. Hartwell m'a regardé, m'a vraiment regardé, et a vu au-delà de ce que tout le monde voit. Il a vu qui je suis vraiment. La juge Anderson acquiesça lentement. « Et les Henderson, est-ce qu'ils vous voient ainsi? » Marcus regarda ses anciens parents d'accueil, leurs fausses inquiétudes, leurs expressions calculées. « Non, madame, ils ne m'ont jamais vu ainsi. » La juge regarda ses documents une dernière fois, puis elle regarda l'avocat des Henderson. Sur la base des preuves de négligence, des témoignages d'autres enfants placés en famille d'accueil et de l'enquête en cours menée par les services sociaux, je retire immédiatement Marcus Williams de la garde des Henderson. L'avocat des Henderson se leva pour protester, mais la juge leva la main. De plus, poursuivit-elle,
J'accorde la garde temporaire à Richard Hartwell en attendant la fin de la procédure d'adoption. Ce tribunal estime que M. Hartwell a démontré à la fois les moyens et le désir sincère d'offrir à Marcus un foyer aimant et stable. Marcus sentit ses genoux fléchir. Est-ce qu'elle vient de dire? Richard fut à ses côtés en un instant, la main posée sur l'épaule de Marcus. Tu rentres à la maison, murmura-t-il. Tu rentres vraiment à la maison. Et Marcus, qui n'avait pas pleuré depuis 2 ans, qui s'était entraîné à rester fort quoi qu'il arrive, s'effondra en sanglots au milieu de la salle d'audience. 6 mois plus tard, par un chaud après-midi de juin, Marcus et Lily étaient assis dans le jardin de la maison Hartwell, qui ressemblait désormais à un foyer plutôt qu'à un musée, et construisaient une cabane avec des couvertures sous le grand chêne. Assure-toi que ce coin est bien fixé, demanda Marcus en tendant une pince à linge à Lily. On ne veut pas que ça tombe. Comme ça? Demanda Lily en accrochant la couverture à une branche basse. Parfait. Ils rampèrent à l'intérieur de leur fort où Marcus avait installé des coussins, des collations et les peluches préférées de Lily. À travers les murs de couverture, ils pouvaient voir Richard traverser la pelouse vers eux, apportant de la limonade et des biscuits. Il y a de la place pour une personne de plus, cria Richard. Toujours, répondirent Marcus et Lily à l'unisson, puis ils éclatèrent de rire. Richard se glissa dans la cabane, réussissant tant bien que mal à ne pas la renverser. Ils s'assirent ensemble, cette famille improbable, unie non pas par le sang, mais par une nuit froide et le choix de rester, d'aider, d'aimer. Marcus, dit Lily en prenant un biscuit, tu te souviens de la nuit où tu m'as trouvé? Chaque seconde, répondit Marcus honnêtement. J'avais tellement peur, je pensais que j'allais... S'interrompit-elle, puis elle continua. Mais ensuite, tu es venu et tu es resté, même si tu n'étais pas obligé. Même si cela t'a fait souffrir, je le referai, dit simplement Marcus. 1000 fois, les yeux de Richard se remplirent de larmes, des larmes de joie cette fois. Tu sais ce qu'est le miracle, dit-il. Cette nuit-là, je pensais avoir tout perdu. Je pensais que j'allais perdre Lily. Mais au lieu de cela, j'ai tout gagné. J'ai retrouvé ma fille. J'ai gagné un fils dont je ne savais pas que j'avais besoin. J'ai eu une seconde chance d'être le père que j'aurais dû être depuis toujours. Il serra ses 2 enfants contre lui. Tu as sauvé plus que Lily cette nuit-là, Marcus. Tu nous as tous sauvés. Crois-tu au miracle? Pas ceux de la magie, mais ceux des êtres humains, où le courage d'une seule personne change tout pour tous ceux qui l'entourent. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel d'orange et de rose, Marcus se tenait à la fenêtre de sa chambre, dans sa maison, avec sa famille en bas, et pensait à sa mère. Il sortit la seule photo qu'il avait d'elle, froissée et décolorée après 2 ans passés dans sa poche. Elle souriait sur la photo, son bras autour d'un Marcus plus jeune, tous deux riant de quelque chose que l'appareil photo n'avait pas pu capturer. « J'ai tenu ta promesse, maman, » murmura Marcus. « Je suis resté gentil même quand c'était difficile, même quand le monde n'était pas gentil en retour. Et regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que ma gentillesse m'a apporté. » Il pouvait presque entendre sa voix. « Je suis fier de toi, mon bébé. Tellement fier. » Un coup à la porte le fit se retourner. Lily passa la tête par l'entrebâillement. « Papa prépare du chocolat chaud. Tu en veux? » « Oui, répondit Marcus en posant délicatement la photo de sa mère sur sa table de chevet, juste à côté d'une nouvelle photo de lui. Lily et Richard prises lors de la cérémonie officielle d'adoption de Marcus. « Je descends tout de suite, » dit Lily avant de s'éloigner, puis elle se retourna. « Marcus, je suis contente que tu m'aies trouvé cette nuit-là. Je suis contente que tu sois resté. »« Moi aussi, Lily, moi aussi. » Alors que Marcus suivait sa sœur en bas, attiré par le chant faux de Richard dans la cuisine, l'odeur du chocolat chaud et la promesse d'une soirée jeux en famille, il réalisa quelque chose d'important. Il avait passé 2 ans à être invisible, à n'être personne, à n'être rien. Mais il n'avait jamais vraiment été rien. Il avait toujours été quelqu'un. Il avait toujours compté. Il a suffi d'une nuit froide, d'une petite fille terrifiée et d'un choix impossible pour le prouver. Pas seulement au monde, mais à lui-même. L'histoire se termine par la voix de Marcus, plus âgé maintenant, racontant cette histoire à une salle remplie d'étudiants des années plus tard. Il est maintenant enseignant. Le rêve qu'il a fait cette nuit froide s'est enfin réalisé. Les gens me demandent tout le temps, dit Marcus, pourquoi j'ai tout donné pour sauver une inconnue.
Et ma réponse est simple, parce que c'est ce que nous sommes censés faire. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Ce n'est pas notre argent, notre statut ou notre pouvoir, mais notre choix, à ce moment critique, de rester ou de partir, de donner ou de prendre, d'aimer ou de craindre. Il regarde le groupe hétéroclite d'étudiants, certains riches, d'autres pauvres, tous écoutant avec des yeux écarquillés. Lily n'est pas restée une étrangère longtemps. Elle est devenue ma sœur. Richard est devenu mon père. Ce manoir est devenu ma maison. Mais rien de tout cela ne serait arrivé si j'étais parti, si j'avais choisi de ne sauver que moi-même. Marcus sourit. Alors, quand vous serez confrontés à ce moment, et vous le serez tous, demandez-vous quel genre de personne vous voulez être. Le genre qui s'en va ou celui qui reste. La cloche sonne. Les élèves rassemblent leurs affaires, mais un garçon reste en arrière, maigre, vêtu de vêtements trop petits, les yeux qui en ont trop vu. Monsieur Williams, dit le garçon doucement, je suis en famille d'accueil. Ce ne sont pas des gens bien. Je ne sais pas quoi faire. Marcus s'agenouille à la hauteur du garçon, comme il le faisait avec Lily il y a toutes ces années. Viens me parler, dit Marcus doucement. Demain, après l'école, nous trouverons une solution ensemble. Personne ne doit être seul. Personne ne doit être invisible. Plus maintenant. Les yeux du garçon se remplissent de larmes de soulagement. Et Marcus repense à cette froide nuit de décembre, il y a 16 ans, au choix qu'il a fait, à la famille qu'il a trouvée, à la façon dont parfois les personnes que nous sauvons finissent par nous sauver à leur tour. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à